Salut à tous, salut Thierry, salut Théo. Salut. Salut Baptiste. Alors vous voyez, on est dans une configuration top de fin d'année puisqu'on va vous livrer chacun nos 3 films préférés de l'année. On a opté pour 3 films chacun plutôt que 5 l'an dernier pour faire un petit peu plus court. Peut-être aussi en discutant avec chacun parce que, mine de rien, moi en tout cas personnellement, c'est ces 3 films que je préfère. Le reste est tout de suite un petit peu moins cher à mon cœur. Je l'emmènerai peut-être un petit peu moins sur une île déserte, pour une année qui a été assez moyenne me concernant, en tout cas concernant les films que j'aime. En tout cas, on va commencer tout de suite avec Thierry, quel est ton 3e film préféré de l'année ? Alors juste avant de dire mon 3e, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que j'aurais pu en mettre 5, mais grâce à mes 2 comparses, qui recouvre une bonne partie de ce que j'ai particulièrement apprécié cette année, je peux me satisfaire de n'en citer que 3. Donc mon numéro 1, qui est un film sorti en début d'année, en fait tous mes films sont un peu sortis en début d'année, il était en compétition parallèle à Cannes en 2024, donc je l'ai vu aussi il y a un certain temps. C'est Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté de Hernan Rosselli. C'est un film argentin, dans lequel je retrouve beaucoup de choses qui me tiennent vraiment à cœur dans le cinéma. D'une, c'est un cinéma qui est avec un vrai petit budget et qui est fait avec beaucoup de débrouillardise pour pallier son absence de moyens et réussir à faire quelque chose qui soit vraiment extrêmement intéressant. Le sujet, c'est dans la banlieue de Buenos Aires, une espèce c'est une famille un peu mafieuse qui gère des paris clandestins. C'est pas extrêmement clair parce qu'ils gèrent des paris clandestins de la loterie nationale sur laquelle on doit pouvoir parier de manière non clandestine, donc c'est relativement nébuleux. Et c'est une famille matriarcale, c'est un business qui est tenu par la mère et ses filles. Donc on les suit dans leur quotidien de bookmaker, voilà, de underground, avec les gens pas trop fortunés de cette banlieue-là qui viennent parier chez eux et tout ça. Et la vraie particularité du film, au-delà de son absence relativement évidente de moyens, c'est que c'est un film extrêmement hybride. La particularité de cette... donc c'est un film de fiction, hein, au départ, purement de fiction, mais les personnes qui interprètent leur rôle de fiction interprètent leur propre rôle dans la vie réelle. Okay. Cette partie de fiction, elle est entrecoupée de moments de pure found footage. On reprend des VHS qui parcourent une période d'une 15aine d'années, qui ont été tournés par cette famille même. Au départ, ce milieu-là était détenu par le père de famille, qui depuis a disparu, et donc on doute pendant très très longtemps de savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé par rapport à cette personnalité-là. Et de par cette hybridité, ça apporte un gage de véracité et de sincérité au niveau de ce qui nous est montré dans la fiction, qui est imparable. On voit les personnages vieillir, et ce sont les vrais personnages entre les VHS et la partie fictionnelle du temps présent. Donc c'est nécessairement beaucoup mieux que de faire du aging par intelligence artificielle ou quelque chose d'apparenté. Donc il y a vraiment un cachet de véracité qui est extrêmement fort dans ce film. Et le tout se transforme dans une espèce de série B un peu, voilà. C'est une espèce de version très low cost des Sopranos ou du Parrain, et c'est extrêmement plaisant, donc je vous encourage à le voir. Ouais. Tu donnes envie. Je n'ai pas vu. Ouais, moi non plus. Mais je suis assez d'accord avec toi aussi, ton intro, effectivement. Moi, j'ai vu moins de films cette année, mais aussi parce qu'on m'en a recommandé moins, parce que j'ai l'impression que c'est un peu disette pour tout le monde. J'ai l'impression, moi, qu'il n'y a pas grand monde qui a été très subjugué par cette année de cinéma. Moi, mon numéro 3, c'est Bougonia de Yorgos Lanthimos. Donc cette histoire un peu abracadabrantesque de 2 mecs un peu paumés, je sais plus trop, aux États-Unis, mais qui en fait sont persuadés que l'actrice qui est incarnée par le personnage qui est incarné par Jesse Plemons. non, alors Jesse Plemons, c'est un des 2 gars.
Je cherche la... Emma Stone. Donc la PDG qui est incarnée par Emma Stone est en fait une alien qui est une pièce maîtresse d'un remplacement de la population humaine. Enfin, scénario un peu classique en fait de remplacement des êtres humains, enfin body snatchers, enfin voilà quoi. Et en fait donc ils vont l'enlever et la séquestrer pour lui faire avouer ses plans et puis enfin la faire contacter le vaisseau mère qui est censé envahir la Terre quoi. Sauf que elle évidemment enfin ne comprend absolument pas ce que ces deux bozos lui veulent et puis surtout pourquoi elle est enchaînée et on lui demande de parler une langue alien enfin pour contacter un vaisseau spatial quoi. Et alors moi j'ai vraiment adoré le film mais j'étais avec quelqu'un qui l'a détesté donc comme quoi j'ai l'impression que c'était un peu le... C'est pas moi mais ça aurait pu. Ouais. Bah en fait mais c'est marrant parce que quand j'y repense effectivement moi, je comprends que en fait je comprends pourquoi on peut vraiment ne pas du tout aimer ce film quoi mais je sais pas, moi ça m'a vraiment pris, et notamment, moi, une des grosses forces du film, je trouve, c'est le jeu d'acteurs et d'actrices, notamment Jesse Plemons, moi que je trouve quand même assez fou, quoi. Et après, je trouve l'écriture est assez fine, sauf, moi, il y a peut-être un truc qui m'a un peu, que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'en fait, il y a un espèce de parallèle, enfin, il y a clairement un parallèle assumé entre la prétendue destruction de l'humanité par les aliens, telle que revendiquée par Jesse Plemons et son cousin, et le fait que Emma Stone soit à la tête d'une entreprise hyper capitaliste dans la santé, je crois, qui, bon, littéralement, en fait, tue des gens, enfin, empoisonne des gens et puis ensuite leur vend le médicament, quoi, comme d'hab. Et donc, en fait, au début, le laïus, je crois que c'est Jesse Plemons qui lui fait un laïus pour dire « Ah, mais vous détruisez l'humanité, etc. » En fait, il est hyper applicable au scénario juste réaliste ou dans lequel Emma Stone serait juste une PDG d'une entreprise dans l'industrie pharmaceutique quoi. Alors, là où c'est un peu dommage c'est que le film en fait l'appuie vraiment trop ce parallèle quoi entre que ça soit une alien ou une PDG en fait elle détruit la planète dans tous les cas quoi. Mais non et franchement je trouve que le suspense sur enfin est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils sont complètement délirants les deux, moi je trouve qu'il est très bien tenu tout le film. C'est aussi un film que je trouve visuellement très très beau, notamment là je pense particulièrement à un plan où quand ils vont enlever Emma Stone et qu'ils se battent un peu de manière complètement ridicule. Oui parce qu'en plus Emma Stone c'est une PDG mais genre figure de l'année du Times Magazine qui a des photos de chez elle avec Michelle Obama, enfin bon ça c'est peut-être un peu cliché mais bon voilà, qui fait du sport, bon voilà, eux c'est vraiment dominable et du coup quand ils essayent de l'enlever ça donne une scène hyper ridicule où ils se font tabasser par Emma Stone quoi. Et finalement ils finissent par lui injecter un tranquillisant, quelque chose comme ça, et il y a un plan moi que j'ai trouvé assez beau, c'est en fait elle est en train de courir pour s'enfuir et puis elle a la seringue dans la jambe et elle finit par s'effondrer sur sa propre pelouse et que ce soit ce plan là ou d'autres, je trouve que vraiment l'image du film, la photographie est hyper élégante sans trop forcer. Je révélerai pas la fin évidemment pour garder le suspense mais voilà, moi franchement ça a été une hyper bonne surprise et un film que j'ai trouvé à la fois très bien écrit et très original. Donc voilà, c'est mon numéro 3 de l'année. Toi c'est quoi Baptiste, ton numéro 3 ? Eh bien moi c'est rien à voir, Le Rire et le Couteau de Pedro Pinho et donc là on est avec en fait un trentenaire portugais qui est dans une ONG environnementale et en fait qui est envoyé, en tout cas on le voit arriver dans un pays d'Afrique de l'Ouest qui a été anciennement sous le joug portugais, une ancienne colonie portugaise. Il ne me semble pas que le pays en soi soit précisé. Si, c'est la Guinée-Bissau. Ah, c'est la Guinée-Bissau, ouais, c'est ça, ok, puisqu'il y en a eu comme il y en a eu plusieurs. Mais en l'occurrence, donc il arrive là et il découvre rapidement une espèce de marigot d'influence et de corruption bien propre à ce type d'endroit. Le film m'a un petit peu fait penser, mais j'y ai pensé que récemment pour préparer cette émission, mais à Pacifiction un tout petit peu, parce que alors là c'est pas un personnage qui est déjà sur place et qui a un sentiment de pouvoir qui le voit se dérober, là c'est un personnage qui arrive sur place, mais il y a quand même ce côté de colonialisme finissant, le regard d'un occidental qui voit sa position s'effriter, et puis est-ce que et le film travaille ce délitement là jusque dans la durée, et dans la durée là on a une durée assez importante puisque c'est encore plus long, c'est 3h40, mais ceci dit le film est extrêmement
fluide, j'allais dire, comme si c'était une qualité en soi, je sais pas, mais en tout cas, il installe un rythme dans lequel on se coule, et ce rythme-là est très propice aux fluctuations, aux ondulations du rythme de vie sur place, dans lequel lui doit bel et bien se couler aussi s'il veut découvrir certaines vérités. Il se trouve pris dans un entrelac de motivations qui finissent par le dépasser. Et alors là, par contre, contrairement à Pacifiction, le film, non pas aux 2/3, part vers un côté un peu psychédélique, ou en tout cas un peu fantaisiste, un peu lynchien. Là non, c'est pas ça, c'est au contraire, il part vers un côté très documentaire, où en fait le personnage, malgré le fait que il y a plusieurs questions irrésolues, on découvre bien quand même qu'effectivement il y a une histoire de gros sous autour d'une construction d'une autoroute dans laquelle il doit expertiser en gros l'impact écologique, pour faire vite. On découvre bien que lui, il va avoir des gros problèmes s'il veut persister dans son désir de dire que non, c'est pas possible de faire cette autoroute-là. Mais en fait, là, il y a une échappée documentaire où lui, en fait, il va interroger consciencieusement des gens qui habitent dans des cases qui sont situées sur un environnement de marais autour. Et donc là, nous qui ne connaissons pas forcément bien ce pays, on est quand même assez intéressés par tout cet aspect très sociologique. C'est quasiment une enquête sociologique qui est faite à ce moment-là par le personnage. Et donc cette échappée documentaire, elle dure bien quand même 1 heure sur le métrage, et sans spoiler, parce que c'est justement pas un film à suspense, on termine sur cette échappée documentaire. Donc en fait, tout ce qui avait trait avant au développement un peu des intrigues n'est juste pas développé. Et à la limite, c'est au spectateur de continuer à suivre. Donc moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film. On passe au deuxième de nos différents tops. Donc moi, mon numéro 2, alors pour le coup, c'est un film sorti en première semaine de cette année, qui était également en compétition parallèle à Cannes en 2024. C'est Eifus de Carson Lund, donc un film états-unien. Carson Lund, c'est un directeur de la photographie, originellement. Il avait fait un ou 2 courts-métrages, il me semble, et là, c'est son premier long-métrage. Fait dans la boîte de production s'appelle Omnes Film, mais en fait c'est la boîte de production de Tyler Taormina. Donc il y a 2 ou 3 réalisateurs, on va dire, qui grenouillent dans ce petit collectif, et qui ont un peu une ambition, qu'ils partagent une ambition relativement commune de capsules années 80, début 90. Le film de Taormina, qui était lui aussi en compétition parallèle à Cannes l'an dernier, était sorti en toute fin d'année dernière. Je sais que en tout cas, c'était pas une franche réussite. autour du canapé, les réceptions sont divergentes, on va dire, par rapport à ce film-là. Le film de Carson Lund partage la temporalité, on va dire. On peut le placer aux alentours des années... en tout cas, il y a une espèce d'imaginaire années 80, début 90 dans son film, mais il se disperse beaucoup moins que dans le film de Carson Lund. Là où il va se retrouver sur un pied d'égalité, c'est qu'il y a une vraie... il y a un cast relativement important, parce que l'histoire, c'est un dimanche après-midi, un match de baseball entre deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter depuis, on va dire, des temps immémoriaux. Ce sont des équipes hétéroclites de joueurs qui ont entre, on va dire, 25 et 50 ans, qui ont des niveaux de jeu relativement divers. Et voilà, ils ont l'habitude de se retrouver pour jouer sur leur terrain de baseball. Et tout le film va se retrouver sur le terrain de baseball, sur le terrain et sur les à côté, donc que ce soit sur les bancs où se retrouve l'équipe qui lance, ou que ce soit dans le public très épars, mais qui a l'air très assidu et qui vient très régulièrement voir leur film. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment un film où... et c'est ce qu'on avait aussi chez Taormina l'an dernier, c'est que c'est un cinéma qui tient pas du tout sur son scénario, qui s'en moque relativement... il y a 2 lignes, voilà, qui sont jetées, mais on est vraiment là dans quelque chose de la perception, d'essayer de retrouver une espèce d'authenticité d'une époque.
et ce que j'avais lu, alors j'ai pas réussi à retrouver la référence où j'avais pu lire ce commentaire-là, mais qui disait que c'était l'un des plus grands films sur le sport. Alors oui, certainement pas au sens hollywoodien du grand film sur le sport, de savoir d'aller vraiment dans la performance, d'aller chercher le plus grand sportif d'un sport quelconque. On peut imaginer un film sur Ali ou autre. Non, là c'est un grand film sur le sport, mais sur des sportifs du dimanche, comme on les appelle chez nous, enfin voilà, les gens qui vont se retrouver faire un foot ensemble, mais qui partagent cette passion tout autant qu'un sportif professionnel, qui prennent énormément de plaisir. Donc c'est vraiment un film sur le vivre ensemble, je pense que, et on poserait la question au réalisateur, je pense pas du tout qu'il ait une visée politique, mais de fait, de par l'état actuel de ce qui se passe aux États-Unis, faire un film sur le vivre ensemble où on imagine très bien, enfin il y a des petites répliques voilà qui sont lancées à droite à gauche où on voit bien qu'il y a des différences de positionnement politique au sein des différents joueurs de ces deux équipes, mais qui s'entendent parfaitement le temps d'une partie. Donc c'est vraiment sur quelque chose d'extrêmement apaisé, il y a une rivalité, mais juste dans le but d'essayer de gagner la partie, comme tout le monde a envie de gagner une partie quand il est en train de faire un match, mais il n'y a aucune animosité qui est clairement exprimée. Donc c'est vraiment l'antinomie des États-Unis tels qu'ils sont devenus maintenant, où il y a vraiment une exacerbation de la conflictualité entre démocrates et républicains. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau dans tout cela. Et voilà, c'est extrêmement humain, c'est humain au niveau des équipes, c'est humain au niveau des spectateurs qui viennent. Il y a un vieux spectateur qui est là assis sur sa chaise, qui a fait des statistiques de tous les matchs de ces deux équipes-là. Bref, on sent que c'est le mec qui est hyper passionné. Et puis après le film, tout en ayant conscience que voilà, cette bulle, c'est une bulle du passé qui n'est pas vouée à perdurer. C'est leur dernier match. Donc un film assez nostalgique. Oui, parce que c'est il y a une université qui va récupérer ce terrain pour créer ces terrains de sport. Eux-mêmes sont en train de faire leur partie sur le terrain d'un côté qui est un terrain de football. Il y a des jeunes de l'université qui sont en train de jouer au football. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de voilà, le baseball, c'est un peu il y a un côté quasiment western en fait dans le film. Il y a un côté crépusculaire d'une époque qui se termine et qui va s'ouvrir sur autre chose. Donc c'est de la même manière, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Oui, alors, une fois n'est pas coutume, mais deux fois quand même, ça commence à faire une ligne, parce qu'il me semble qu'à nouveau, comme l'an dernier, Baptiste et moi avons le même film dans notre top. L'an dernier, c'était The Substance, je crois. Ouais. Et donc cette année, on a mis tous les deux Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Qui a quand même très largement plu, j'ai l'impression, ce film. Oui, il est présent dans beaucoup de tops de rédaction ou de cinéphiles. Ouais. Et notamment, j'ai l'impression qu'il a été aussi un peu accueilli comme, d'une certaine manière, un peu un sauveur dans une année un peu de marasme cinématographique. C'est comme ça que ça a été. Minima, ouais. Oui, voilà, hollywoodien en tout cas, évidemment. Et Une bataille après l'autre. Quel film, quoi. Quel bon film d'action. C'est presque juste ça, en fait. Donc le scénario assez rapidement, même si j'imagine que la plupart des gens qui regardent cette vidéo l'ont vu, mais donc Leonardo DiCaprio en fait au début des années 2000 je crois est engagé, ou fin des années 90, il est engagé en fait dans un groupe militant activiste révolutionnaire aux États-Unis, qui braquent des banques, commettent des actions comme ça un peu de déstabilisation du pouvoir états-unien. Il va avoir donc un enfant avec une de ses comparses, une de ses partners in crime, et le gros du film en fait se déroule donc 15 ans plus tard. Pendant ces 15 ans, DiCaprio a dû élever sa fille tout seul parce que son ex-compagne, elle, a pris la fuite en balançant à peu près tous les gens de son ex-groupe. Les French 75, c'est ça Ouais, le nom du groupe révolutionnaire. Je sais plus à quoi ça fait référence. Et en fait, donc on reprend le film au moment où un général de l'armée américaine qui a été particulièrement en contact avec les French 75 et même humilié, ou même qui a eu une aventure, une relation à minima sexuelle avec l'ex-compagne de DiCaprio, en fait
retrouve DiCaprio et sa fille, et donc à partir de là s'engage toute une course poursuite, sachant que donc ce général qui est joué par Sean Penn, lui, il veut capturer la fille de DiCaprio en fait pour vérifier si c'est pas sa fille à lui, parce que lui par ailleurs en fait a des motivations un peu annexes, à savoir qu'il essaye de rentrer dans un groupe de pouvoir visiblement un peu secret, très puissant, mais de gens qui sont suprémacistes blancs, et donc si on apprend que dans le passé il a couché avec une femme noire, potentiellement ça mettrait en péril la pureté de son corps et de son âme, quoi, vis-à-vis du groupe qui essaye d'intégrer. Et quasiment tout dans ce film est assez magistral, quoi. Moi, ce que je trouve particulièrement fort, c'est vraiment la gestion de la tension, quoi. C'est-à-dire que il y a quand même vraiment un travail absolument incroyable pour annihiler ou réduire au maximum l'alternance dans les films d'action qui peut être un peu agaçante, voire même fatigante pour le spectateur, entre des scènes d'action, des scènes de calme, des scènes d'action, des scènes de calme. Là, ce qui est fort, c'est que même les scènes de pseudo-calme, en fait, elles sont baignées dans une tension qui est assez... qui est omniprésente, quoi. Et je pense que de ce point de vue-là, le moment qui est à la fois le plus réussi et aussi le plus drôle, c'est le moment où Leonardo DiCaprio rencontre le personnage de Benicio del Toro, donc qui lui est le professeur de judo de sa fille. Et en fait, il y a toute une scène absolument ahurissante où, dans le même temps que DiCaprio fuit les gens qui le poursuivent, il y a un début d'émeute dans la ville où ils sont, je sais plus où ils sont exactement. Une ville près de la frontière en Californie. Ouais, c'est ça. Ouais. La frontière mexicaine, quoi. Et donc Benicio del Toro va l'aider à fuir, mais en fait DiCaprio, là, pendant toute cette scène, il est obsédé par un truc, il a besoin de brancher son téléphone, en fait, qui est une espèce de vieux fixe un peu nul, quoi. Et donc en fait ils sont en train de fuir, potentiellement des gens qui vont les assassiner, mais en 2 secondes, quoi. Et DiCaprio, lui, en plus, il est dans sa robe de chambre un peu nulle, parce que forcément il a dû quitter son domicile hyper vite une fois qu'on l'a averti qu'il était recherché. Il veut juste brancher son téléphone, quoi. Et du coup ça donne cette scène qui en soi, dans la dramaturgie du film, est plutôt une scène de calme, mais qui en fait est maintenue dans une tension qui est aussi très très drôle. Et d'ailleurs, le film est par ailleurs quand même assez comique, et une grande part de ce comique est due au travail conjoint entre Paul Thomas Anderson et Leonardo DiCaprio, particulièrement sur le burlesque corporel de DiCaprio. Moi, c'est quand même un truc que j'ai trouvé hyper agréable à voir. Ça m'a fait penser un peu au travail de Johnny Depp sur Jack Sparrow, en fait. La façon que DiCaprio a de se mouvoir dans l'espace de façon à la fois précise et ridicule, en fait. Pour moi, c'est aussi vraiment un grand film sur la précision du burlesque, quoi, qui a l'air d'être... On a l'impression que DiCaprio, il est maladroit tout le temps, mais en fait, ça demande un niveau d'adresse d'acteur et aussi de réalisation, parce que c'est évidemment pas que DiCaprio qui compose ce personnage. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment... hyper prenant, très drôle, bien écrit, bien mis en scène. Je suis pas hyper satisfait par la fin, mais bon, on va dire qu'après plus de 2 heures de film d'une telle qualité, moi je pardonne largement ce que je considère être une fin un peu Disney guimauve qu'on aurait pu éviter, quoi. Ouais, après moi j'ai lu que cette fin était un faux semblant, où en fait on peut postuler que c'est du cinéma cerveau, c'est-à-dire en fait ça c'est des images fictives de Leonardo DiCaprio qui se racontent des histoires un peu comme dans Il était une fois en Amérique, le personnage de Robert De Niro c'est en fait toute une fiction, etc. Bon, après c'est des débats plus ou moins intéressants sur la réalité des images et tout, mais disons que je crois que cette fin a une part d'amertume qui est quand même bel et bien là. Je suis pas sûr que ce soit si guimauve, mais en tout cas, moi, ce que j'ai aimé dans le film, je pense qu'aussi une des raisons pour lesquelles on peut y voir plusieurs choses, c'est que Paul Thomas Anderson manie à dessein pendant tout le film différents registres. Il les juxtapose scène après scène, mais parfois il les mêle dans une même scène. Et donc ça donne une certaine richesse. Moi j'ai commencé le film au début par être un tout petit peu agacé par ce montage constant entre les différentes séquences, les différents plans. Il y a un montage et un fondu constant entre les différentes ambiances, Et en fait, après, au bout de, on va dire 20 minutes, une demi-heure, peut-être aussi c'est avec le saut d'époque, je pense, après ce qui était une longue intro, en fait, une fois que la longue intro est passée, là le film trouve définitivement son rythme et on part effectivement pour une croisière complètement réjouissante. Je pense que j'ai lu ça beaucoup, et moi c'était mon cas. C'est vraiment c'est un luxe quand même d'avoir ces films qui sont à la fois des rides de plaisir dans la vision d'un film
je vais lâcher le mot, très divertissant, mais qui est captivant, mais qui aussi a plusieurs couches de lecture. Et tant au niveau métafilmique, si on est très cinéphile, qu'au niveau, j'aime l'action et puis j'ai un bon film d'action devant moi, comme tu dis, un film d'intrigue, un film d'espionnage, un film un peu comique, burlesque. Ça parle aussi de l'Amérique, mais on avait eu ce débat dans notre vidéo, pas vraiment l'Amérique actuelle de Trump, etc. C'est plus compliqué que ça, mais le cinéma a toujours fait son miel, justement, de brouiller les pistes géographiques et des coordonnées de temps, justement pour mieux parler, en fait, mais indirectement des choses. La fiction, d'une manière générale, c'est un petit peu sa vocation, j'ai envie de dire. Et donc, oui, moi, c'est un film, en fait, que j'ai très envie de revoir. J'ai pas eu le temps de le revoir, mais... parce qu'il est assez long et puis parce que on a aussi tous d'autres films à voir. Mais oui, pour les raisons que tu as aussi mentionnées, moi j'ai beaucoup aimé ce film, sans non plus le mettre dans le meilleur des films de Paul Thomas Anderson. Je mets quand même There Will Be Blood au-dessus et peut-être certains autres aussi. Mais en tout cas, après son précédent Licorice Pizza que j'avais pas trop aimé, celui-là vraiment je me suis dit, et d'ailleurs on avait titré la vidéo Le Grand Retour de Paul Thomas Anderson, voilà. Et donc là on arrive au tant désiré top 1. Alors dans les top 1, donc pour le mien, une évidence, donc on avait également fait un épisode en début d'année sur ce film-là. Pour moi, c'est Tardes de Soledad de Albert Serra, donc un film documentaire. Et je dois avouer qu'en fait, pour moi, il y a 2 films documentaires ou 3 films documentaires, si on veut, qui dominent l'année. Mais je ne mets pas les autres dans mon top parce que c'est les deuxième et troisième parties du printemps de Wang Bing et qui était déjà présent dans mon top l'an dernier, et au final en fait ça n'est qu'un film, donc en fait c'est un film qui a été saucissonné en 3 pour être difficilement exploitable, puisqu'au total ça fait 10 heures, quand bien même pour moi le choc le plus fort de cette année, ça reste celui de Serra. On avait beaucoup discuté autour, mais ça ne m'a pas lâché depuis le mois de mars dernier. C'était très intriguant de savoir ce que Serra allait réussir à faire au sein du cinéma documentaire, connaissant son cinéma de fiction, connaissant sa manière de filmer, et on va dire son niveau de manipulation sur un tournage pour réussir à extraire ce qu'il veut vraiment avoir. De la même manière, c'est un cinéma qui a une base scénaristique, mais sur laquelle Serra va prendre plus ou moins de liberté au moment du tournage. C'est vraiment le tournage qui est le moment clé, parce que c'est le moment où il va réussir à capter alors lui, il parle d'organicité, une vraie vérité des acteurs, de la scène. Et par la suite, c'est un travail gargantuesque de montage, de centaines d'heures de rush, pour justement essayer de trouver dans ces rushs les moments où cette vérité elle apparaît véritablement. Et donc il y avait vraiment de ma part quasiment un doute de savoir si le cinéma de Serra pouvait se fondre dans le moule du documentaire, où normalement la manipulation elle est quand même relativement réduite, ou si manipulation il y a, en général ça donne des documentaires extrêmement mauvais. Et il s'avère qu'il s'en sort avec maestria, de par son placement de caméra, en particulier. Donc il y avait ce van qui transportait la quadrille, donc le toréador avec sa cour, on va dire. Entre les arènes et les hôtels, et donc ils étaient complètement concaténés dans ce petit van avec plusieurs caméras qui les captaient, donc de toute façon ils pouvaient pas s'échapper, et il y avait forcément des choses il lâchait prise. Oui. Il finissait par lâcher prise, oui. Et après, de par également son travail de montage, il a réussi et puis après des choix de montage, de savoir qu'est-ce qu'il va garder, qu'est-ce qu'il va donc je sais que c'est un film qui a... Bon, je ne veux pas dire que c'est un grand succès, hein, ça reste le cinéma de Serra, qui doit avoir quelques dizaines de milliers de spectateurs, ce qui est déjà beaucoup pour lui. Mais le plus gros succès de notre chaîne YouTube. Probablement, ouais. On ne sait pas pourquoi, après, mais... ça reste un sujet... un sujet corrida, sensible, et donc il est difficile d'être neutre. Ouais. On est soit pour, soit contre, et généralement les deux avis sont diamétralement opposés. Toute l'intelligence de Serra,
alors, n'est pas d'être 100% neutre dans son film, mais en tout cas, c'est de prendre le moins explicitement possible position quant à la corrida. Alors, bien sûr, il y a des petites finesses qui peuvent laisser à penser que... Mais son intelligence, c'est de donner un matériau relativement brut à voir au spectateur pour qu'il ait un maximum de données pour lui, pour pouvoir se faire un avis relativement circonstancié sur ce qu'est ce spectacle, entre guillemets. Et après, il fait des choix qui sont pour moi des choix extrêmement forts. L'ouverture du film se fait sur un taureau dans le pré. Donc on commence pas par le toréador, mais on commence par l'animal, sachant que par la suite, les différents taureaux qu'on verra à l'écran seront particulièrement durement traités. Enfin, c'est une corrida, donc il n'y a pas de surprise. Les mises à mort, il nous les montre absolument toutes dans leur âpreté, dans l'agonie de l'animal. Pour avoir lu après différents articles autour du film ou des interviews de Serra, il s'avère que le toréador Rocareille a quand même relativement peu goûté de voir autant de mises à mort dans le film. Il pensait que ça allait être un peu plus un film à la gloire de sa maestria, plutôt que de voir autant de taureaux bavés, chuter dans l'arène, traîner par les pattes. Donc c'est là où je dis que bon, quand bien même Serra dit qu'il essaye d'être le maximum neutre, on voit quand même que dans ses choix de mise en scène, de nous rappeler aussi régulièrement cette mort, ça rappelle la réalité de cette boucherie qui a lieu dans les arènes, et qui nous la donne à voir jusqu'à un dégoût profond. On avait eu cette discussion-là. Moi, c'était vraiment sur la dernière corrida la dernière passe, je sais plus comment on appelle ça exactement. J'avais ressenti vraiment une lassitude sur la toute dernière, et c'était sans regarder ma montre, donc sans savoir où est-ce qu'on en était dans le film. Donc c'est là aussi où je trouvais qu'en termes de rythme, de répétition et tout ça, il était vraiment très grand, et ce documentaire-là, pour moi, il vient parfaitement. C'est un jalon supplémentaire de sa filmographie qui est, pour ce que j'en ai vu, donc pour la fin de sa carrière, pour l'instant, je dois avoir vu 4 films de Serra uniquement, j'ai pas vu les premiers, mais qui est vraiment... moi, je le place vraiment comme étant à aujourd'hui le réalisateur le plus important du cinéma actuel. Et qui... le plus grand ou l'un le plus grand. Ah oui, carrément. Oui, le plus grand. Au niveau de ce qu'il réussit à atteindre, je ne vois aucun autre réalisateur qui soit... Pour moi, c'est un équivalent pour la génération précédente d'Ian Kiarostami. Ce ne sont pas du tout les mêmes cinémas. Ou avant un De Oliveira, ou voire même un Bresson. Enfin, on est vraiment sur des choses qui sont totalement uniques, quand certaines personnes disent que le cinéma est mort et tout ça, non, je pense qu'il n'est pas mort, il y a encore des gens qui sont extrêmement vivifiants. Et comme quoi, une fois qu'on a dit documentaire, on n'a rien dit, parce que moi, mon numéro 1, c'est aussi un documentaire, mais là, je pense que, à peu près rien à voir avec Tardes de Soledad. Donc moi, c'est un documentaire qui s'appelle Soundtrack to a Coup d'État, donc bande-son pour un coup d'État, donc qui déjà, pour moi, a la palme du meilleur titre de l'année, évidemment. Là, c'est un documentaire qui est, pour le coup, assez didactique, c'est-à-dire il y a une vraie volonté d'apprentissage, on va dire. Et d'ailleurs, moi, c'est une des raisons pour lesquelles c'est un film qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai appris énormément de choses. Évidemment, il n'y a pas que ça dans le film, mais c'est pour le distinguer un peu de l'expérience de Tardes de Soledad, qui est... on apprend des choses dans Tardes de Soledad aussi. C'est viscéral, oui. Voilà, c'est pas le même canal d'apprentissage, on va dire. Et donc, Soundtrack to a Coup d'État, en fait... C'est un film qui est un peu nébuleux, ça a beau être un documentaire assez dictique, il fait des allers-retours temporels en permanence, mais disons en fait il essaye d'explorer la période autour de l'année 1960, particulièrement autour de l'indépendance d'un certain nombre de pays africains, des ex-pays colonisateurs, et surtout l'indépendance du Congo et la figure de Patrice Lumumba, donc révolutionnaire congolais qui a fini par se faire enlever puis assassiner par
insérer le nom du pays colon en question. Je sais même plus si on sait exactement. Une collaboration entre les États-Unis et la Belgique, on va dire. Ouais, c'est ça. On sait pas trop si c'est les États-Unis, la Belgique, la France. D'ailleurs, ça, c'est un truc dans le film. Je pense que c'est peut-être le moment qui m'a fait le plus rire. C'est un moment, quelqu'un donc qui est sur place, donc un espion qui est là pour assassiner Lumumba, et je crois qu'il prévient d'autres. Je sais plus qui il prévient exactement, mais en gros il envoie un télégramme pour dire il y a suffisamment d'assassins de Lumumba sur place, arrêtez d'en envoyer, quoi. En fait, c'est un moment où le mec était devenu tellement gênant pour les impérialismes de tout poil, que vraiment il est devenu la cible d'absolument tout le monde, quoi. Bref, en fait, c'est un film donc, qui va beaucoup parler de guerre froide, qui va beaucoup parler de géopolitique, qui va parler de colonisation, d'indépendance, aussi beaucoup de guerre, et de musique. Ça, c'est le lien vraiment étonnant qui est fait dans le film, donc qui est un lien aussi juste purement artistique, c'est-à-dire que c'est un film dans lequel il y a beaucoup de musique, et notamment beaucoup de musique de chanteurs assez iconiques de la musique noire américaine de cette époque-là. Nina Simone, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, ce genre de personnes. Et en fait, là où c'est assez étonnant, c'est que dans le film, on nous raconte qu'en fait, parfois, le pouvoir américain utilisait certains de ces artistes pour, contre leur gré, j'ai l'impression, enfin à leur insu en tout cas, mener en fait des opérations de déstabilisation à l'international. Et il y a notamment un moment où il a Louis Armstrong qui parle d'une tournée qu'il a fait dans je ne sais plus lesquels des pays d'Afrique, mais où il explique que c'est le département des affaires étrangères américain qui lui a proposé de faire une tournée, quoi. Et en fait, dans ses bagages, sans le savoir, en fait, il a emmené avec lui 2 agents de la CIA qui étaient là pour faire du repérage plus ou moins pour l'enlèvement et l'assassinat de Lumumba. C'est peut-être un peu imprécis là ce que je raconte, mais disons que en fait, c'est un peu ce que le film essaye de tisser comme réseau de connexion entre la géopolitique, la géostratégie, l'impérialisme, et aussi en fait juste le soft power et comment en fait la guerre n'est pas toujours là où on l'attend, quoi, et même dans des endroits aussi a priori innocents qu'un concert de Satchmo Louis Armstrong, en fait parfois se cache une tentative d'assassinat politique, quoi. Et donc c'est un film que personnellement j'ai trouvé vraiment passionnant, j'ai appris énormément de choses. On y voit du coup énormément d'images d'archives, énormément de documentaires écrits, notamment je parlais d'un télégramme tout à l'heure. Il y a aussi des interviews plus contemporaines de gens qui parlent de l'époque, ou en tout cas plus récentes, qui parlent de cette époque-là. Il y a un côté assez sympathique aussi, de voir notamment, je sais pas trop quelles sont les sympathies de la personne qui a réalisé ce film avec l'URSS, mais le personnage de Khrouchtchev par exemple dans le film, il est absolument, il est hyper sympathique, quoi. On a un peu tous ses meilleurs moments à l'Assemblée Générale de l'ONU, il prend sa chaussure, il tape sur le bureau, etc. C'est un peu étonnant et en même temps c'est assez sympa. On voit aussi Castro et Malcolm X ensemble dans une chambre d'hôtel. Moi, c'est une image que je ne savais absolument pas que ce moment existait. Je crois que c'est Castro qui devait se rendre aux États-Unis pour l'Assemblée Générale de l'ONU de 1960, qui devait statuer grosso modo sur les indépendances, notamment africaines à ce moment-là. Et bon, évidemment, les tensions entre Cuba et les États-Unis sont plus à expliquer, mais on est en 1960 là, et donc Castro, je crois, se fait refuser une suite diplomatique ou quelque chose comme ça, et en fait c'est Malcolm X qui l'appelle pour lui dire, si tu veux, viens dans ma chambre d'hôtel, j'ai un motel pas loin, viens crécher avec moi, quoi. Et en fait ça donne ce moment absolument lunaire où ces 2 personnes, parmi les plus importantes de l'histoire politique du XXe siècle, qui sont à discuter tous les 2 assis sur le rebord d'un vieux lit de motel, et voilà, moi c'est un film que j'ai trouvé assez passionnant de bout en bout. J'ai appris énormément de choses sur la guerre froide, le Congo, Lumumba. C'était un plaisir aussi d'écouter toute cette bonne musique, franchement, et de découvrir ce lien mystérieux. Et il n'est pas exactement avéré, c'est pas pour dire que tous les artistes noirs américains de cette époque-là ont participé à des opérations d'ingérence de la CIA, c'est absolument pas le propos du film, mais disons, le simple fait que des connexions comme ça puissent exister, ça ouvre un monde en fait derrière d'imagination. Et ça, je trouve ça assez fabuleux, quoi. Donc, toi, t'aimes beaucoup le jazz aussi. Ouais, en plus, ouais. Donc ça... Oui, c'est pour ça que je dis toute cette bonne musique, quoi. Ouais. Et effectivement, peut-être que j'ai un peu plus de sensibilité à ça que. Non, mais ceci dit, c'est de la bonne musique, objectivement. Donc, et dans tous les cas, je trouve que aussi le film a un atour assez badass, quoi. À l'image du jazz de cette époque-là. Donc voilà, Soundtrack to a coup d'État.
Et toi, Baptiste? Moi, mon film préféré, en fait, je triche, c'est une trilogie. C'est la trilogie d'Oslo de Dan Johan Augerud, dont on a parlé avec Thierry dans l'année. Pour moi, voilà, c'est la révélation assez spectaculaire d'un auteur. Il n'y en a pas non plus tous les 4 matins, donc quand ça arrive, il faut bien regarder. Et d'autant plus spectaculaire, effectivement, qu'on a eu ces 3 films coup sur coup, semaine après semaine, là, pendant 3 semaines d'affilée. Mais en même temps spectaculaire, c'est un peu l'inverse du projet du dispositif de mise en scène, parce que là on est plus sur des films, donc amour, désir et rêve, qui ont chacun leurs propres intrigues et quasi pas de personnages en commun. Il y a peut-être un personnage de psychologue en commun, mais c'est tout. Mais par contre, ça se passe à la même époque dans le Oslo d'aujourd'hui, Oslo qui est une ville assez petite, hein, donc on aurait pu penser aussi qu'il puisse tisser des correspondances entre les histoires et les destinées de ces personnages. Mais non, mais en fait moi, donc je place les 3 films en même temps parce qu'ils ont une unité stylistique et une unité de vocation qui pour moi est assez justifiée. Le fait qu'ils soient distribués ensemble, ces 3 films étaient totalement cohérents, même si évidemment ça vient à la base de juste dire bon bah le public français connaît pas ce cinéaste et on va les distribuer en même temps. Mais en l'occurrence, je trouve que vraiment ça coïncidait très bien. Mais voilà, moi, je suis à la base assez romérien, assez fan du cinéma d'Éric Rohmer. Là, c'est pas du tout de dire que c'est du Éric Rohmer, voilà. Mais disons qu'effectivement, il y a quand même ce dispositif de mise en scène qui est que on n'hésite pas à faire confiance dans la conversation entre des personnes. On met dans une pièce, on trouve à peu près le bon endroit pour mettre une caméra. On l'a fait éventuellement un petit peu aussi au cours d'une scène, mais on va pas faire non plus d'énormes mouvements de caméra et on voit ce qui se passe. Soit dit en passant, avec cette chaîne, évidemment nous on fait pas un film, mais le bonheur de la conversation, c'est aussi ça. C'est pour ça que j'avais lancé cette chaîne et qu'on avait lancé cette chaîne. Donc dans ce film-là, c'est pas aussi un mystère c'est pas un mystère que ça me plaise, c'est que voilà, on attend de voir ce qui se passe en étirant un petit peu la durée d'une conversation entre des personnes. Et pour le coup, c'est virtuose sans le montrer dans le développement des scènes et dans le développement des personnages qui explorent entre eux, à partir de situations très personnelles, très propres à chacun, ce qu'ils pensent effectivement des sujets qui fournissent les titres, donc leurs rêves, leurs ambitions littéraires, leurs amours, leurs déceptions, leurs désirs. Ah, donc, petit problème technique, la carte mémoire est remplie, voilà, on a déjà fait un top assez fourni, donc je crois que la carte mémoire ne pouvait pas le supporter. Les aléas du direct. Ouais, les aléas du direct, tout à fait. Et non, mais en fait, ce que je disais, c'est qu'effectivement, les titres avaient été un petit peu édulcorés en français, notamment Désir. En fait, en réalité, c'est Sexe, le titre norvégien. Les 2 autres, je pense qu'ils sont pareils. Et je rebondissais sur ce que tu disais par rapport à... Effectivement, c'est un grand cinéma de la parole. Moi, ce qui m'avait vraiment particulièrement interpellé et qui m'avait beaucoup plu dans ce film, c'était que cette parole, elle était à une finalité propre, qui était vraiment d'essayer de résoudre au travers de la discussion et de la discussion longue si nécessaire, toutes les conflictualités, toutes les conflictualités qui pouvaient poindre dans chacune des circonstances des 3 films. Et j'aurais tendance à dire, en fait, moi, quand j'avais vu les 3 films au mois de juillet, celui qui m'avait vraiment le plus, entre guillemets, impressionné, alors après, c'est peut-être un peu de la même manière que toi, tu avais été plus touché par Désir au départ, parce que c'était le premier que tu voyais, et comme c'est quand même une formule... Oui, il y a le choc initial, je pense. Voilà. Oui. Moi, c'était Rêve qui, chronologiquement, était le premier qui était sorti au cinéma. Après, sur la longueur, c'est vrai que Amour est celui qui est peut-être celui que je conserve le plus fortement en moi, et parce qu'au sein d'Amour, il y a probablement le personnage qui me semble être le plus représentatif d'une certaine ambition de ce réalisateur. C'est donc le personnage de l'infirmier, ouais, qui, donc, dans cette résolution de la conflictualité par la parole, sans élever la voix, sans qu'il y ait d'acrimonie entre les différentes personnes. Enfin, on en avait discuté dans notre vidéo. Il y avait vraiment quasiment pour moi une visée utopiste.
Et ce personnage d'infirmier dans Amour, il est la concrétisation personnifiée de cet utopisme, où c'est un personnage que je trouve vraiment magnifique. Et j'aurais tendance à dire peut-être que sur mon année cinéma, c'est le personnage qui me reste le plus fort, qui lui déjoue absolument toutes les micro-conflictualités qui pourraient se générer. C'est vraiment quelqu'un qui est excessivement bon et gentil, et au sein d'Amour, donc qui parfois, même certaines des personnages qu'il va croiser lui font la remarque que, c'est une espèce de côté un peu irréaliste dans sa bienveillance, et lui finit toujours par les travailler et les faire tomber dans son giron de mais non, tu baisses les armes, ne t'inquiète pas, enfin, on peut aussi être bienveillant, gentil, ne pas chercher la conflictualité et tout ça, et moi ça me semble être totalement, ces trois films me semblent être totalement à l'opposé de ce que l'époque peut être. C'est vrai. Il y a un côté bulle vraiment. J'aurais envie d'y croire à son utopie. Ouais, mais je pense que, tu vois, moi, ça m'aurait dérangé que ce soit juste une bulle un petit peu de mielleuse, tu vois, qui me berce d'illusions. Je pense qu'effectivement, c'est un cinéma humaniste, ça c'est clair, très humaniste, très confiant en l'homme, pour résoudre et surmonter les difficultés collectives, notamment. C'est vrai que on a envie d'être rafraîchi par cette perspective-là dans les temps qui courent, donc je ne nie pas qu'effectivement ça se soit agréable et tout, mais je trouve quand même que ça n'enlève pas non plus la charge de violence qui est véhiculée dans ces films, la charge de tension et de violence verbale, en tout cas de violence des désirs et des motivations qui s'entrechoquent dans les films. Après, bien sûr, qu'on arrive à la fin sur la conclusion de certaines conversations, de beaucoup, certains diront, c'est un apaisement, mais déjà c'est pas toujours le cas, il y a des fois où quand même ça débouche sur des choses un petit peu insolubles qui sont, voilà, et puis de deux, je veux dire, on n'est pas obligé d'embrasser absolument toute la conclusion, on peut aussi se satisfaire pleinement devant ces films d'avoir vu un déroulé qui est absolument clinique sur les différents appétits, désirs des uns et des autres qui s'entrechoquent. Et moi, je veux dire, même si quelqu'un n'adhérait pas à la résolution finale de certains conflits, eh bien, il aurait toujours quelque chose à prendre dans les étapes qui précédaient, en fait, j'ai envie de dire. Donc, voilà. En tout cas, voilà pour mon top 1. En tout cas, un top assez varié, comme vous l'avez vu. Si vous avez un top, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On aime toujours discuter de listes. Et puis, on vous laisse là-dessus. À l'année prochaine. Salut et bonne fête. Salut.